Vous l'avez déjà certainement noté, le yogi ne s'intéresse pas autant au plein qu'au vide. Ce qui est évident, ce sur quoi on porte naturellement notre attention, n'est pas la totalité de ce qui existe. Est-ce qu'on pourrait voir les étoiles sans voir la noirceur du ciel? Est-ce qu'on pourrait distinguer les feuilles des arbres s'il n'y avait pas un espace à observer entre ces feuilles? Vous avez compris l'idée au niveau physique, au niveau visible, et cela s'applique également à tous les sens. Un morceau de musique qui serait saturé de notes, ça serait pas du tout agréable pour notre oreille. Et puis, il est indispensable d'intégrer des temps de silence quand on parle, parce que sans silence, le son ne peut pas être attendu, il peut pas être mis en valeur. Au niveau de nos perceptions, au niveau mental, c'est plus subtil certainement, mais cet espace entre deux, ou espace liminal, est également présent, observable et même indispensable. La proposition dans le podcast d'aujourd'hui, c'est d'aborder cette notion que je trouve très intéressante, d'espace liminal dans la pratique du yoga, mais également dans nos vies quotidiennes. Qu'est-ce que ça implique et pourquoi ces espaces qui passent souvent inaperçus sont finalement très importants et potentiellement porteurs de transformation, de prise de conscience. Finalement, tout ce qu'on cherche à travers la pratique du yoga. Moi, c'est vraiment mon objectif, vous le savez, c'est de sortir le yoga des salles, pas pour arrêter de le pratiquer, mais pour l'amener ailleurs aussi. C'est-à-dire que je considère que le temps qu'on passe à pratiquer le yoga chez soi ou dans une salle de yoga, c'est important, mais finalement, c'est pas si important que ce qu'on va en faire dans notre vie quotidienne. Donc j'ai envie de commencer à aborder la notion d'espace liminal à travers un cours de yoga. Vous l'avez peut-être déjà observé, cet espace entre deux pensées ou entre deux respirations. C'est aussi un moment où il se passe beaucoup de choses finalement. Expérimenter le yoga dans une séance, disons, classique, c'est-à-dire qu'en prenant une pratique posturale avec des asanas, une pratique de pranayama ou maîtrise du souffle, et une part de dharana, concentration, quelle que soit sa forme, que ça soit sous forme de ce qu'on appelle méditation, peut-être même de yoga nidra ou de n'importe quel type d'attention. Ça va être s'offrir la possibilité de rentrer dans un espace liminal, peut-être 15, 20 ou 30 fois au cours d'une séance. Et vous allez voir cette façon d'aborder les choses, d'aller explorer d'une certaine manière l'envers du décor, ça pourrait changer complètement votre façon de pratiquer le yoga, mais aussi votre façon de l'enseigner si vous donnez des cours. Pratiquer le yoga, c'est pour moi comme le tir à l'arc. Quand on débute, bien sûr, on va apprendre à faire, et puis vient un moment où on va chercher plutôt à ressentir. Et puis au bout d'un moment, peut-être, viendra un temps où les questions vont pouvoir se dissoudre et où la seule présence va pouvoir nous envahir. Alors peut-être pas en permanence, mais au moins par moment. Ces phases, elles peuvent être traversées par les pratiquants et je pense que la plupart des enseignants sont conscients de ce processus et vous accompagneront quelle que soit la phase que vous expérimentez en ce moment. Moi, je vois pas ça vraiment comme une échelle ou comme une progression linéaire, mais plutôt comme des possibilités. Et à chaque moment de la journée, du mois, de l'année, de la vie, il y a une possibilité différente qui va pouvoir s'exprimer. Alors oui, au départ, il y a bien cette vision d'échelle. Il va falloir commencer par apprendre à bien faire pour avoir une chance de ressentir. Mais par la suite, le simple fait de faire, même si c'est une journée où on est assez peu connecté au ressenti, ça pourra déjà être une expérience enrichissante. Bon, là, je me suis un petit peu écartée de mon sujet. Je disais donc que le yoga, c'est comme le tir à l'arc d'une certaine manière. On va prendre un temps pour bander l'arc et viser, observer la cible, bien se placer, fixer un objectif, travailler sa posture, son souffle et sa concentration. Là, vous voyez bien le lien avec le yoga. Mais tant qu'on n'a pas lâché la flèche, il va rien se passer du tout finalement. Moi, je trouve ça assez parlant comme image. Là, on parle de tir à l'arc, c'est quelque chose qui est extérieur, qui est visible. Enfin, on voit bien si la flèche a été lâchée ou pas, si la personne a bien visé ou pas. Le yoga, c'est plus difficile parce que c'est quelque chose d'intériorisé et dans lequel il n'y a pas forcément de résultat recherché. Alors après, on peut dire oui, la posture est bien faite, mais le yoga, bien sûr, ne s'arrête pas là. Donc c'est bien de temps en temps de revenir à des images concrètes, à des analogies pour pouvoir entendre ce qu'on veut dire. Alors lorsque vous êtes dans votre séance de yoga et que vous voulez enchaîner 10 000 postures sans jamais vous accorder le moindre temps d'intériorité,
Vous pouvez à ce moment-là penser au tir à l'arc et à l'archer qui passerait son temps à bander un arc sans jamais tirer de flèche. Si vous pratiquez la posture en enchaînant, sans jamais vous arrêter, sans jamais ressentir, c'est ce que vous faites en réalité. Ça, c'est un point que j'ai beaucoup de mal à transmettre. Aujourd'hui, je donne finalement très peu de cours, mais je note toujours la même chose, quels que soient les groupes, les niveaux, les âges, etc. C'est facile de proposer des postures, c'est facile de proposer des choses à faire. Tout le monde est en général partant parce que tout le monde est là pour ça, mais c'est beaucoup plus difficile d'amener les participants à prendre des vrais temps d'intériorité, de vide, de présence. Donc avec ce podcast, je milite d'une certaine façon pour ça, pour ce retour à ces espaces. Alors je suis bien consciente qu'on évolue dans un monde qui n'encourage pas du tout ça. Et les yogis sont finalement des résistants face au toujours plus, face au toujours plus vite. Ils peuvent vraiment se positionner comme des héros qui s'accordent ces espaces, comme les personnes qui n'auraient pas peur de l'espace liminal. Donc le yoga, de façon extrêmement schématique, si on a envie de découper pour des raisons pédagogiques, va toucher 3 espaces: le corps, le souffle et le mental. Donc je trouve que c'est intéressant de se poser la question: qu'est-ce que l'espace liminal par rapport au corps, au souffle et au mental? Toujours dans le contexte d'un cours de yoga, notre espace liminal en lien avec le corps, ça serait le temps entre 2 postures. C'est quelques secondes ou c'est quelques minutes où on va pouvoir sentir le corps qui se relâche, la respiration qui se modifie, où on prend vraiment le temps d'accueillir toutes les modifications dans notre corps, dans nos sensations. Ça ne sera pas nécessaire à ce moment-là de juger ou de commenter, on va simplement chercher à rester au plus près de nos sensations. Et on les retrouve d'ailleurs, ces sensations-là, à chaque moment de la journée. Il n'y a pas besoin d'être dans un asana pour sentir ça. Entre 2 mouvements, entre 2 positions, quand on est assis et qu'on se lève, on va retrouver ce même espace. Simplement, personne n'y prête attention, ou alors vraiment très rarement, ou quand il y a quelque chose comme une douleur, un inconfort qui va se manifester. Quand je dis prêter attention, ça ne veut pas dire arrêter toute activité et rester complètement béat en s'extasiant: «Ah, c'est merveilleux, je me suis levé de ma chaise, l'énergie divine me traverse». Ça peut vouloir dire simplement rester conscient des transitions d'une posture à l'autre, d'un lieu à l'autre, du déséquilibre très léger, hein, mais qui est quand même présent entre chacun de nos pas. Ces espaces liminaux, ils vont se retrouver dans chaque acte de notre vie quotidienne et on peut amener ça vraiment au-delà de la séance de yoga. On a aussi une forme d'espace liminal qui est en lien avec le souffle. Celui-ci, moi, j'aime particulièrement l'explorer et pour les yogis les plus motivés, je vous invite à relire quelques stances de ce merveilleux livre qu'est le Vijnana Bhairava Tantra, qu'on traduit souvent par Tantra de la reconnaissance de soi. Et donc, c'est plusieurs propositions de méditation, de concentration, d'objets d'observation qui peuvent être amenés dans les séances de yoga, mais également dans les journées. Beaucoup sont en lien avec le souffle, avec le mental. Donc là, on est vraiment sur la partie souffle. Dans certaines, le pratiquant est invité à observer sa respiration, donc l'inspire et l'expire, mais aussi le temps entre les deux, l'espace où on change, où on passe de l'air inspiré à l'air expiré ou inversement. Moi, je trouve cette expérience vraiment très riche, très intéressante parce qu'elle va paraître simpliste à quelqu'un qui a jamais essayé et ça semblera étonnamment difficile à ceux qui ont testé. Ce qui se passe assez naturellement, c'est qu'on a tendance à prendre le contrôle. C'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas entraîné d'observer simplement la respiration, donc d'être uniquement spectateur, sans intervenir sur le rythme ou sur la manière de respirer. Si je vous dis là tout de suite, prenez le temps d'observer votre souffle, il va changer. C'est mécanique, même si vous avez l'habitude pendant quelques secondes, peut-être quelques minutes même, vous ne serez pas dans votre respiration naturelle, vous serez en train d'observer et en même temps en train de modifier. Donc pour parvenir à se centrer sur l'espace liminal entre l'inspiration et l'expiration, ou entre l'expiration et l'inspiration, il est indispensable d'avoir trouvé cet état méditatif, entre guillemets, dans lequel la présence est déjà bien établie, mais où toutes les tensions inutiles
Et la volonté de faire, la volonté de saisir, de s'approprier un état, tout ça, ça s'est dissipé finalement. Donc pour moi, cette pratique, elle est bien plus qu'une pratique parmi d'autres. C'est quelque chose qui permet d'entrer réellement dans le monde de la contemplation, de la méditation, commencer à percevoir ces changements, à avoir cette finesse dans la perception. C'est ce qui permet d'entrer dans un état un petit peu différent de notre état d'hypervigilance du quotidien. C'est là où on rentre dans ce qu'on pourrait appeler réellement l'intériorité, l'état de yoga. Enfin, il y a plein de noms possibles. Je ne discute pas la terminologie. Mais voilà, on rentre dans quelque chose de différent, dans une réelle expérience, à mon sens, de ce qu'est la pratique méditative ou le yoga. Et puis tout comme on peut avoir un espace liminal entre deux positions dans notre vie quotidienne, entre deux espaces physiques, on peut très bien avoir un espace liminal entre deux souffles qui s'observent en dehors des séances de yoga, bien évidemment. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vous invite à faire dans vos temps libres, c'est-à-dire dans un espace liminal physique, dans un espace d'attente. On peut très bien s'exercer à percevoir ce qu'il y a entre deux souffles, ces petits moments de transition, les moments où ça change. C'est vraiment une façon de s'exercer à la concentration, à la pleine présence, même si je n'aime pas trop ce terme, dans la vie quotidienne. On a donc vu l'espace liminal entre les postures et entre les souffles. On va retrouver la même chose au niveau des pensées. Et là aussi, c'est très intéressant. Là aussi, c'est quelque chose qui peut être amené dans notre quotidien très facilement. Donc je le dis souvent, méditer, pour moi en tout cas, ça ne signifie pas grand-chose. On peut exercer sa concentration et cultiver un état de présence. C'est déjà beaucoup plus explicite. Donc c'est généralement ce qu'on fait chez soi ou en cours de yoga. Moi je trouve que c'est important d'expliquer les termes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent moi je sais pas méditer ou la méditation c'est encore un truc complètement barré, alors que si on prend le temps de poser des mots simples, d'expliquer les choses, ça rend tout de suite la pratique plus familière et plus accessible. Quand on parle de concentration et de présence, c'est un petit peu différent que de parler de méditation. Donc on peut méditer, entre guillemets, vous m'excuserez hein, pour le raccourci que j'utilise pour les besoins du podcast, pour pas faire des phrases à rallonge. Donc on peut méditer en se concentrant sur les pensées. Mais on peut aussi le faire en observant l'espace entre deux pensées. Et d'ailleurs, c'est ça qui devient intéressant. Je pense pas qu'on puisse parler vraiment de méditation quand on est centré sur le contenu des pensées. Là, on est concentré, on est vigilant, on est présent, c'est difficile de s'extraire du sens de nos pensées. Par contre, dans les espaces entre deux, là, il y a quelque chose qui peut se passer. Là, on peut rentrer dans une perception, on peut dépasser les mots, on peut dépasser le mental ordinaire, le raisonnement pour rentrer dans quelque chose de plus brut, de plus en lien avec notre ressenti. Exactement de la même manière que pour l'observation de l'espace entre inspiration et expiration, là on est dans quelque chose de très inhabituel et c'est assez drôle à faire parce que le mental n'est pas du tout habitué à cet exercice. Lui, il veut du bruit, il veut du mouvement, quelque chose à saisir, des pensées qu'il nourrisse. Il observe très rarement, voire jamais, le vide ou les espaces de rien, ces espaces donc de transition. L'espace liminal, il faut le noter, je pense que c'est important, c'est aussi un espace d'inconfort. C'est une petite phase où on est en équilibre, sans savoir où est-ce qu'on va pouvoir poser notre prochain pas. C'est la salle d'attente, l'aéroport, la gare, la station de métro, et puis ce métro qui arrive jamais. C'est le trajet, c'est l'attente, et tout ce que ça comporte d'incertitude. Ces espaces, qu'ils soient physiques ou temporels, on a tous tendance à les fuir parce qu'ils semblent inutiles et ils sont rarement agréables, hein. Ils peuvent être flous, vagues, imprévisibles, mais c'est jamais ce qu'on va chercher. On est très rarement dans la recherche de l'expérience de l'espace liminal. Et c'est d'ailleurs ce qu'il définit, espace liminal, c'est l'espace entre deux choses auxquelles on accorde de l'importance, peut-être de la valeur. Cet espace liminal, finalement, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on considère comme un espace sans valeur, quelque chose de purement utilitaire qu'on va tenter de réduire tant que possible. Donc la proposition, c'est d'aller vers la conquête de nouveaux territoires. La proposition du yoga, c'est de se connaître et de connaître le monde, c'est d'embrasser
tout ce qui est. Alors en fonction des approches, des écoles, cette définition, évidemment, elle peut changer, elle peut évoluer, hein. Certains seront plus centrés sur l'ascèse et le retrait du monde. Je discute pas du tout ici la validité des approches, hein, mais là on en est à notre 39e podcast. Alors si vous me suivez, vous savez que moi, c'est pas mon approche. En tout cas, c'est pas mon expérience, c'est pas ce que je connais. Je ne peux pas vous parler de l'ascèse et du retrait du monde. J'ai suivi des enseignements qui sont tantriques, c'est-à-dire issus de courants du yoga où on ne va pas faire de distinction entre le sacré et le profane, où chaque instant et chaque expérience de vie peuvent être porteurs de graines de conscience et de connaissances. Alors dans cette vision, on va chercher à embrasser les expériences, à étreindre l'espace liminal au lieu de le fuir, et on ne va pas prier pour que ça passe plus vite. On va utiliser ce qui est présent, ce qui nous est donné en cet instant. C'est difficile, mais comme beaucoup de choses qui ne sont pas faciles, c'est aussi très instructif. Alors je vais vous donner ici quelques pistes concrètes si ce concept d'espace liminal n'a pas complètement pris corps pour vous jusque-là. Le premier espace liminal auquel je pense, c'est celui qui est à la fois physique et temporel. Ça, je crois qu'on y est tous confrontés au quotidien. Ça va être la file d'attente dans un magasin, à la gare, une salle d'attente. Des lieux qui ne sont pas vraiment prévus pour être agréables ou confortables, parce que c'est des zones de transition, de passage. C'est pas des espaces où on va s'installer pendant des heures, sauf accident, bien sûr. Et ils sont aussi vus souvent comme inconfortables et inutiles, peut-être en termes de temps, mais aussi mentalement, voire émotionnellement. Personne n'a attendu toute la journée avec impatience de faire la queue au supermarché. Vous avez peut-être anticipé que vous alliez préparer un super repas pour votre famille, mais vous n'avez pas anticipé avec joie ce temps d'attente. Donc le problème finalement et l'inconfort, ça vient de ce qu'on a évoqué dans le dernier podcast qui s'appelait De l'idée à l'action. Le problème, c'est que nous sommes tournés vers le but et qu'on oublie souvent de vivre les étapes sur le chemin qui nous amène vers ce but. Alors c'est toute une question de perception, hein, de programmation émotionnelle. Je vais vous donner un petit exemple et peut-être que ça fera écho à votre histoire, à votre expérience personnelle aussi. Moi, quand j'étais petite, j'adorais aller au supermarché avec ma grand-mère et j'adorais même le temps d'attente à la caisse, tous ces moments, je les aimais beaucoup parce qu'on discutait de plein de trucs et qu'on était tranquilles toutes les deux. J'adorais aussi le trajet vraiment très très moche pour aller à l'école et en particulier les zones de cité bien bétonnées. Parce que même si, bah voilà, aujourd'hui avec mes yeux d'adulte, je trouve ça affreux, tous ces lieux, ils étaient associés à des moments agréables que j'avais passés avec ma famille, avec mes amis. Donc c'est pas des choses qui à l'époque me paraissaient moches. Tout ça c'est très subjectif. C'est des espaces qui avaient une charge émotionnelle extrêmement positive. Donc une fois adulte, je vois ça avec des yeux différents, d'une façon plus utilitaire, qui sera moins émotionnelle. Je ne vais pas me laisser facilement baigner par les ambiances, les lieux ou les moments. Le mental va tourner à plein régime. Il y a plus d'expérience, plus de souvenirs aussi. Et je suis davantage centrée sur le but. Le deuxième espace liminal auquel je pense, c'est celui de l'attente. Quand on va attendre une réponse, une nouvelle, on a tous eu ça, on passe un examen, on attend une réponse, alors que ce soit un examen pour entrer dans une école, pour avoir un concours ou un examen médical, n'importe quel type d'examen, voilà, c'est quelque chose qui va nous mettre dans un inconfort extrême tant qu'on n'a pas notre réponse. Là, l'inconfort, il sera mental, et ça peut aller jusqu'à nous paralyser physiquement. Je suis sûre que vous avez déjà été incapable de faire quoi que ce soit pendant une journée parce que vous attendiez cette nouvelle importante. Donc on est toujours dans cet espace d'attente, on a du mal à rester centré sur autre chose, on n'a même pas l'envie de faire autre chose. Toute la pensée est orientée là-dessus. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas normal et qu'on devrait faire autrement. Mais parfois, ça serait intéressant justement d'y plonger un petit peu plus franchement, de regarder très près l'espace liminal et ce qu'il nous fait, comment est-ce qu'il nous impacte cet espace. Prendre simplement quelques minutes déjà pour le reconnaître, pour observer les sensations physiques qui y sont reliées ensuite. Et puis on peut essayer de déterminer pourquoi ces sensations existent, quelles émotions elles nous permettent de mettre à jour,
Et enfin, pour les personnes qui le souhaitent, et c'est pas toujours possible ça, parce que justement c'est inconfortable, notamment si l'attente est extrêmement douloureuse, si on attend une nouvelle qu'on pense mauvaise par exemple. Mais voilà, si c'est possible, simplement se plonger dans la sensation. Parfois, le simple fait de faire ça va modifier la qualité de notre inconfort. On va laisser ces sensations et ces émotions exister. On va simplement leur libérer un espace. Elles seront plus bloquées, elles seront moins restreintes. C'est comme si on avait chez soi un invité. On peut le laisser debout pendant 3 heures, ne pas lui proposer d'enlever son manteau, ne pas lui proposer un verre. Il y a peu de chances qu'il se sente à l'aise si on fait ça. Alors que si on prend le temps de l'accueillir, souvent ça se passera beaucoup mieux. Donc voilà ce que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, vous proposer cette autre façon d'appréhender le quotidien. Le but, c'était d'aller voir l'envers du décor et de décaler légèrement notre point de vue. Il y a une chose qui est importante, je trouve, c'est de prendre conscience que les espaces liminaux ne sont pas identiques en fonction des personnes. Pour certains, ceux qui sont accros au travail par exemple, l'espace liminal entre deux projets professionnels, ce sera le temps des vacances. Et puis pour d'autres qui détestent leur travail, les longues heures au bureau, ça sera l'espace liminal qui relie une période de repos à une autre. Donc on a tous une perception des choses qui est très différente en fonction de ce qu'on considère comme étant les grandes balises de notre vie. Moi, je vous invite vraiment à vous approprier ce concept d'espace liminal, à y réfléchir, parce que dans ce podcast, j'ai fait qu'effleurer le sujet. Et c'est aussi à travers l'expérience, à travers les tests, à travers la vie quotidienne qu'on peut s'approprier ces concepts et amener à des prises de conscience, éventuellement à des transformations. Voilà pour notre sujet du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre n'importe quelle marque d'approbation, des petits cœurs, des petites étoiles, des commentaires. N'hésitez pas à poser des questions, à partager vos réflexions dans les espaces commentaires qui sont dédiés. Parce que moi, je ne fais que lancer une piste, que donner une amorce de sujet. Après, voilà, ça peut nourrir aussi de nombreuses réflexions.